nous avons vu le développement de l'espace du signal. Maintenant, nous allons l'appliquer, l'espace du signal. On va l'analyser pour nous permettre de faire une abstraction des constellations qui ont plus que deux symboles, qui sont plus complexes que les cas binaires. Donc, nous allons voir l'espace du signal et à partir de l'espace du signal, nous allons chercher les récepteurs qui maximisent la probabilité a posteriori et la vraisemblance. Et c'est couvert dans la section 3.2 du texte du SCLAR. Donc, encore une fois, la forme temporelle est toujours la même. Le signal reçu est une somme de signaux envoyés plus le bruit. Sauf que maintenant, avec l'analyse dans l'espace du signal, nous allons exploiter la forme vectorielle. Et à partir de cette forme vectorielle, nous allons chercher la forme du récepteur qui va nous permettre de maximiser la probabilité a posteriori et de maximiser la vraisemblance. Donc, j'ai commencé le cours, la première semaine de discussion vraiment de communication, avec une hypothèse que nous avons un récepteur linéaire d'échantillonnage. Parce que c'est simple. On fait l'analyse, on voit comment maximiser la probabilité a posteriori et la vraisemblance. Maintenant, j'ai l'espace du signal qui est un peu plus complexe et maintenant, je retourne à la même analyse que nous avons déjà fait dans la forme plus facile. Donc, j'espère que ça va être plus facile à suivre maintenant parce qu'on a passé dans cette étape préliminaire. Mais pour faire l'analyse maintenant dans l'espace du signal, pour être capable de chercher comment maximiser la probabilité a posteriori, il faut analyser le bruit, parce que c'est le bruit qui est non déterministe, qui est aléatoire, qui va déterminer comment est-ce qu'on fait la maximisation de ces probabilités. Donc, dans le cas précédent, quand nous avons fait le cas plus facile, c'était juste la statistique du test, un chiffre qu'on a exploité pour chercher notre règle de ML et MAP. Maintenant, c'est plutôt la forme vectorielle que nous allons utiliser. Donc, on cherche encore à examiner la probabilité conditionnelle, juste comme nous avons fait dans le cas précédent. Donc, on cherche la probabilité de vecteur reçu étant donné qu'un certain symbole a été envoyé. Donc, c'est la même chose de dire la probabilité que R de t est égal à SI plus NT, où on suppose qu'il était SI envoyé, ou que la probabilité de vecteur reçu est juste égale à vecteur de SI plus le vecteur de bruit. Donc, pour examiner le bruit, on va examiner le vecteur de bruit. Et le vecteur de bruit, il est un vecteur de dimension infinie où chacun des éléments est un coefficient et le coefficient est calculé à partir du produit interne du signal de bruit, le bruit reçu, produit interne avec chacun des vecteurs de base. Donc, Nj est égal à l'intégrale de produit Nt fois Cj de t. Donc, le processus NDT, on suppose que c'est un bruit additif gaussien blanc. Donc, c'est de moyenne nulle. La densité de probabilité est égale à une constante dans le domaine fréquentiel, N0 sur 2. Étant donné qu'il est constant dans le domaine fréquentiel, ça veut dire que dans le domaine temporel, la fonction de autocorrélation est une fonction de Dirac avec une proie de N0 sur 2, le niveau de densité spectrale. Étant donné que c'est un bruit blanc, ça veut dire que cette fonction d'autocorrélation nous dit que l'espérance de NT fois le produit NT plus tau est égal à nul si tau n'est pas nul. Donc, c'est directement la définition de la fonction de Dirac. Quand tau n'est pas égal à nul, ce n'est pas corrélé avec lui-même, à ce moment-là, c'est non corrélé, c'est zéro l'espérance. Donc, ce sont les hypothèses pour un bruit additif gaussien et on regarde maintenant c'est quoi les statistiques de cet coefficient. Donc, la première étape, c'est de réaliser que les coefficients sont gaussiens. Donc, l'intégration est une opération linéaire. Donc, l'opération linéaire sur une variable gaussienne, c'est donc une variable gaussienne. Donc, les NJ sont tous gaussiens.
Son gaussien, donc il faut chercher c'est quoi la moyenne, c'est quoi la variance. On commence avec la moyenne. Donc l'espérance de NJ est juste égale à l'espérance. Ils ont donc ici la définition de NJ, le coefficient est juste le produit interne avec le vecteur de base J. On peut changer l'ordre de l'intégration et l'espérance. Donc, on a l'intégrale de l'espérance et ici, le CJ est déterministe. Donc, c'est juste le N de T qui est aléatoire. Donc, c'est l'espérance de N de T. Mais bien sûr, nous avons l'hypothèse que N de T est de moyenne nulle. Donc, on a 0 dans l'intégrale. Donc, aussi, tous les coefficients sont de moyenne nulle. On a calculé la moyenne. Il faut passer maintenant à la variance. Donc, la moyenne est nulle. Donc, ça veut dire que la variance est donnée simplement par l'espérance de NJ au carré. Pour NJ au carré, je vais dire c'est l'espérance NJ fois NJ. Donc, NJ, j'écris ici la forme de le produit interne. Et c'est un deuxième produit interne. L'argument d'intégration est T dans le premier produit interne et l'argument d'intégration est Z dans le deuxième. Donc, première étape, un produit des deux intégrales, je peux écrire comme une double intégrale. Donc, c'est l'espérance de double intégrale, produit NT fois NZ, et j'ai CJ de Z et de T. Prochaine étape, c'est de changer l'ordre d'intégration et l'espérance. Encore une fois, les CJ sont déterministes, donc à l'intérieur, c'est juste l'espérance de NT fois NZ. Donc, nous savons que cette espérance ici, c'est la définition de l'autocorrélation, et l'autocorrélation pour le bruit additif gaussien qui est blanc est donnée par cette expression. Donc, nous avons N0 sur 2, C de T de Z. Donc, n'oublie pas la définition de C, la fonction de delta. Donc, c'est certain qu'il est nul pour T qui n'est pas égal à Z. Ça, c'est certain. Donc, au lieu d'avoir deux variables d'intégration qui sont différentes, finalement, il faut que ce soit égal. Une intégrale d'une fonction de Dirac est toujours égale à 1 quand elle contient l'origine. Donc, moins infini à infini, ou il faut simplement que ça passe par 0 là. Donc, ça veut dire que cette intégrale, finalement, on peut écrire comme l'intégrale d'une seule intégrale, où t est égal à z. Et la première intégrale, l'intégration de la fonction delta, nous donne 1. Donc, on a ici n0 sur 2 fois l'intégrale de cj carré de t, parce qu'il y en avait une de t égale à z. À ce moment-là, on a par construction que le vecteur de base est nommé, donc l'intégrale est égale à 1. C'est pour ça que finalement, cette variance est égale à n0 sur 2. Mais on n'a pas fini encore parce que nous avons un vecteur pour chercher la densité de probabilité conjointe pour tous les éléments de vecteurs. On n'a besoin pas juste de la densité marginale. Donc, la densité marginale, c'est la densité de chacun des alliés. Mais il faut savoir aussi la covariance entre les éléments. Donc, je cherche ici l'espérance de NI fois NJ quand I n'est pas égal à J. Donc, la manière de la calculer, c'est très similaire, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, j'ai une espérance et encore une fois, j'ai le produit des deux produits internes que je peux écrire comme une double intégrale, n de t, n de z, sauf qu'ici, j'ai deux indices différents. Donc, si I de t, c'est J de z. On peut, comme d'habitude, changer l'ordre de l'intégration et l'espérance. Encore une fois, les vecteurs de base sont déterministes, donc l'espérance tombe juste sur le produit de nt fois nz. Et on a la définition que cette espérance est juste la fonction d'autocorrélation, qui est une fonction delta. Nous avons encore la fonction delta. Donc, il faut que t égale à z et première intégrale une intégration à 0. Donc, si i de t et si j de t, parce que c'est juste z égale à t qui n'est pas nul.
Et maintenant, nous avons N0 sur 2 fois cette intégrale de CI fois CJ. Donc, I n'est pas égal à J par hypothèse, et nous avons construit nos vecteurs de base pour être orthonormés, orthogonales l'un de l'autre. Ça veut dire que le produit interne, quand I n'est pas égal à J, c'est toujours égal à 9. Donc, la covariance est 0 pour chacun des combinaisons I et J, n'importe quelle valeur de I et J. Donc, étant donné que les coefficients sont non corrélés pour le bruit blanc, donc cette hypothèse d'avoir la fonction d'autocorrélation qui est une fonction delta, c'est ça qui nous a amené à ces conclusions qui sont non corrélées. Mais les variables aléatoires gaussiennes qui sont non corrélées sont aussi indépendantes. C'est pour ça que le titre est l'indépendance des coefficients. Donc, nous avons déterminé la densité marginale de chacun des coefficients et nous avons vu qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. En résumé, chacun a la même densité. Donc, on écrit qu'ils sont le NJ, J égale à 1 à l'infini, sont indépendants avec une distribution identique. Independent, identically distributed. Donc, on a établi ça et la densité marginale pour chacun est gaussienne, moyenne nulle et variance N0 sur 2. Donc, la densité de vecteurs et la densité conjointe de coefficients, et étant donné qu'ils sont indépendants, on peut écrire encore que la densité conjointe est juste le produit des densités marginales. Donc, à partir de cette information sur la densité marginale, le fait qu'ils sont indépendants nous donne la densité conjointe de coefficients. Donc, par indépendance, nous avons que le produit conjoint de tous les éléments du vecteur est juste le produit des densités marginales. Donc, les densités marginales, on sait, c'est une densité gaussienne. Donc, ils ont tous la même variance. C'est juste le NJ ici qui change et le produit de J égale à 1 à l'infini. Donc, maintenant, je veux exploiter cette information sur la densité conjointe du vecteur de bruit pour chercher la densité conditionnelle, probabilité de R conditionnée sur SI, ou l'équivalent de la probabilité que le vecteur R est égal à SI plus le vecteur de N. Donc, équivalent à dire la probabilité que N est égal à R moins SI. Donc, ici, je prends l'expression pour la densité de N, la densité conjointe, et je remplace le NJ, l'indice est J, RJ moins SJ virgule I, parce que c'est juste le symbole I que je considère. Donc, à partir de cette densité conjointe, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'exploiter pour chercher les détecteurs qui maximisent la vraisemblance et qui maximisent la probabilité a priori. Donc, c'est exactement ce que nous avons vu précédemment, sauf qu'au lieu d'avoir les statistiques du test, nous avons plutôt la forme vectorielle. Donc, chercher quel symbole maximise cette probabilité conditionnelle, ou, ça c'est le cas de maximiser la vraisemblance, ou dans le cas de maximiser la probabilité a posteriori, c'est la même chose avec une pondération, et la pondération est avec une poids qui est égale à la probabilité a priori du symbole envoyé. Donc, probabilité a priori ici, qui est la seule différence entre la version de vraisemblance et de map. Donc, commençons avec le choix de map. Notre définition nous dit que ce qu'il faut faire, c'est de chercher l'argument ou le J tel que je vais maximiser cette expression. Donc, maximiser la probabilité que R est égal à SJ plus N avec la pondération de SJ, probabilité SJ, équivalent de dire N égale à R moins SI.
Et nous avons vu que c'est de chercher l'argument qui maximise sur tous les J, RJ moins S, GI avec, pardon, c'est ici le produit, c'est le K, c'est les coefficients de chacun dans le vecteur. Donc, cette maximisation, bien sûr, le 2pi sur sigma ne sont pas dans la maximisation, donc je peux le simplifier la vie en levant le PSG, mais il n'est pas un K ici, donc ce n'est pas vraiment partie le produit. Donc, j'aurais dû peut-être l'écrire ici avant le produit. Et bien sûr, quand j'ai maximisation d'un produit des exposants, bien, je peux écrire ici que produit de E à la moins alpha J, J égale à 1 moins infini, et juste la même chose de dire E à la moins la somme J égale à 1 à infini de alpha J. Donc, ce produit ici, je peux plutôt écrire comme une exponentielle, mais de somme des exposants. Et bien sûr, la probabilité n'est pas partie de ce produit. C'est juste en multipliant le produit là. Donc, on commence avec ça et on passe à la prochaine étape. Donc, on cherche la J qui maximise cette probabilité. Et nous avons simplifié pour dire que ça, c'est chercher la J qui maximise cette exponentielle. Et j'ai un produit ici sur les coefficients summation k égale à moins 1 à infini de rk moins sik, tout au carré. Et étant donné que le logarithme est une fonction monotonique, à ce moment-là, je peux prendre le logarithme de tout et ça ne change pas la maximisation. Ça change la valeur, mais pas la maximisation. Donc, ça va simplifier notre analyse parce que finalement, on va maximiser ici, c'est le logarithme d'exponentielle, c'est juste l'exposant. Et bien sûr, la multiplication devient une sommation, donc c'est plus le logarithme de la probabilité a priori. Donc, on prend cette expression, c'est la sommation des différentes différents éléments dans le vecteur. Je vais maintenant juste multiplier par 2 sigma carré. Sigma carré est positif, ça ne change pas la maximisation. Donc, je veux mettre le 2 sigma carré plutôt avec le poids qui vient avec la probabilité a priori. Et la dernière manipulation, c'est de changer la maximisation pour une minimisation parce que je veux juste simplement éliminer cette signe moins dans l'expression. Donc, je multiplie par moins 1, la maximisation devient une minimisation. Donc, au lieu d'une somme, j'ai une différence avec la probabilité a priori. OK. Maintenant, il faut que je justifie pour vous autres que la sommation qui est de 1 à infini, je peux changer. Je veux montrer qu'il y a un théorème de non-relevance que la sommation après l'espace du signal n'est pas important, il n'est pas relevant, il n'est pas de relevance pour notre discussion. Et pourquoi? Mais la raison, c'est que pour tous les S, pour tous les coefficients dans le vecteur de signal qui sont K plus grand que N, tout ça était dans l'espace du bruit et on a dit que les coefficients, c'est toujours nul parce que le signal n'est jamais dans cet espace qui est juste pour le bruit et pas pour le signal. Parce que le signal est restreint dans un espace de dimension N. Donc, si je cherche à examiner tous les J et de chercher lequel de ce choix de J minimise cette expression, c'est ça que je veux. C'est quel J quel J qui minimise cette expression. Mais c'est tous les SJ, tous ont le même élément pour K plus grand que N. Ça veut dire que la partie qui est en haut de N à l'infini, ça va être le même dans toutes les expressions, toutes les valeurs de J. Donc, ça n'entre pas dans la minimisation. Donc, à ce moment-là, on peut changer de sommation à l'infini, on peut simplement donner
k égale à 1 jusqu'à n. Donc, ça devient une somme finie, pas une somme infinie. Et dernière étape, on peut écrire la sommation des coefficients alpha carré au carré et par définition, juste le module a carré de vecteur. Donc, si je prends un vecteur alpha et je prends la norme au carré, c'est la même chose de dire c'est la somme sur tous les coefficients au carré de ce vecteur. À ce moment-là, je peux écrire cette sommation sur l'élément au carré. Je peux l'écrire simplement comme la norme. Donc, c'est un peu difficile à voir ici, mais c'est la norme de R moins S au carré qui est dans cette expression. Donc, en résumé, on peut écrire le choix map dans une façon facile. C'est le signal qui est finalement plus proche du signal reçu, parce qu'ici, c'est la différence entre les deux vecteurs, le vecteur reçu et le vecteur dont je considère. Donc, imagine, ça, c'est le vecteur reçu. Ça, c'est un des SJ. Je vais prendre un SJ ici. Et la différence entre les deux, le R moins Z, c'est la distance ici. Donc, ça sera la distance entre le SJ et le R. Et le module carré ici, c'est la distance entre les deux carrés. Donc, imagine que j'ai plusieurs choix pour le SJ. Et j'ai un qui est ici, et j'ai un autre qui est ici, S1, S2, par exemple. Donc, la différence entre les deux va être très longue ici. La différence entre les deux ici va être plus petite. Donc, en général, c'est ce que je cherche à minimiser, c'est la distance entre le vecteur reçu et chacun des symboles. Bien sûr, pour le map, il y a aussi une pondération. Ce n'est pas juste qui est le plus proche, mais c'est plutôt qui est le plus proche avec une pondération décidée par la probabilité a priori. Donc, nous avons vu déjà avec le récepteur linéaire d'échantillonnage, le cas binaire, cette intuition d'être plus proche. Et maintenant, on voit qu'on peut avoir cette idée de plus proche, mais dans un espace d'une dimension qui est finie, mais pas spécifique. Donc, on avait une solution très générale, une approche très générale, mais avec une intuition géométrique quand même. Donc, encore une fois, cette partie dans l'équation de minimisation, ça représente choisir le symbole le plus proche. Et cette partie est la pondération, mais finalement, le plus proche, sauf je vais tirer un peu d'un côté pour un symbole qui est plus probable que les autres. Donc, nous arrivons maintenant à le choix ML. Dans le choix ML, n'oublie pas qu'il était l'équivalent de map où la probabilité de SJ est égale à 1 sur M pour tous les J. À ce moment-là, la pondération, le logarithme de probabilité de SJ est égal au logarithme de 1 sur M pour tous les J. Ça veut dire que la pondération est la même pour tous les éléments et c'est juste ce terme-là qui disparaît. Donc, étant donné que ce terme n'est plus là, pour le choix ML, c'est exactement la même analyse que nous avons fait pour le map, sauf que la pondération n'est plus là. Et c'est simplement choisir le plus proche. Donc, c'est cette expression que nous utilisons. Donc, je vais juste mentionner de tout ce que nous avons vu, c'est très, très similaire à ce que nous avons vu dans la forme binaire. Même si on met la forme binaire ici, nous allons arriver à exactement la même expression pour le choix ML que nous avons dans le cas précédent. Donc, même si nous avons précisé au départ la forme de récepteur linéaire d'échantillonnage dans le cas précédent, ici, c'est très général, c'est juste l'espace du signal. Mais nous arrivons au même point d'interprétation géométrique, choisir le plus proche. Et
dernière remarque, c'est cette analyse dans l'espace du signal qui va nous faciliter une extension au cas multidimensionnel dans notre analyse. Je vais finir par suggérer quelques exemples dans les examens précédents que vous pouvez peut-être attaquer maintenant. Dans l'examen de 2004, l'examen partiel, dans le problème 2, il y a un système de 3 symboles. Ici, le premier est constant rectangulaire pendant le temps de 0 à t. L'autre, c'est une cosinus de 2 pi t. L'autre, c'est une cosinus au carré de pi t. On demande la question, est-ce qu'ils sont d'énergie, de même énergie ou différents? Et c'est quoi et on demande c'est quoi l'énergie moyenne. Donc, c'est de commencer à penser dans la forme vectorielle, ça doit l'air de quoi? Donc, on peut penser à ça. Et finalement, de donner la base orthonormée pour ces 3 signaux. Donc, d'utiliser l'approche de Gram-Schmidt pour chercher l'espace du signal pour ces 3 signaux. On va trouver dans l'analyse que les symboles ont chacun une énergie différente. Et bien sûr, la moyenne, je vais juste prendre l'énergie moyenne en faisant la moyenne sur les 3 valeurs. Nous avons vu déjà cette question où on a posé la question de côté qualitatif, où mettre le seuil de décision, mais avec quelques précisions maintenant sur la valeur E sur N0, on peut manipuler l'expression pour la probabilité pour voir la pondération. Donc, quand je dis c'est 3 fois plus probable, avec ces chiffres-là, on peut arriver à une expression numérique pour exactement comment est-ce que les seuils vont changer de ne plus être au mi-point, mais d'être poussés à cause de cette probabilité a priori qui est différente.